Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire de Supermood sur le management et l'hybridation du monde du travail. On va commencer très rapidement. C'est un webinaire qui va durer environ trois quarts d'heure. Il y aura une demi-heure de présentation et ensuite 15-20 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions directement dans le chat. Il y aura peut-être des petits sondages, ce genre de choses. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit actif qu'un webinaire puisse le permettre. Et voilà. Sur ce, on est parti. Donc, nous sommes deux aujourd'hui pour ce webinaire, Laure Miché-Roche, que je vais laisser se présenter, et moi-même. Et nous allons parler vraiment dans cette période qui bouge beaucoup, après un an et demi de crise sanitaire, comment s'est adapté le monde du travail, notamment sur des contraintes temporelles et physiques, c'est-à-dire au bureau, avec du distanciel et du présentiel. Et donc, dans tout ça, comment le management, que ce soit le management du terrain ou le management de l'entreprise, peut s'y retrouver pour améliorer et garantir un engagement de tous les collaborateurs. Donc, on va voir dans un premier temps les enjeux prioritaires du sujet. Ensuite, deux retours d'expérience de partenaires de Supermood qui sont Crédit Agricole et Préto, donc deux tailles d'entreprises différentes, mais deux expériences assez communes finalement. Et ensuite, vous donner vraiment des recommandations très actionnables. Ça sera en fin de webinaire. L'idée est vraiment que cet après-midi, vous puissiez repartir avec des choses à mettre en place directement dans votre entreprise. Donc, d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, Laure Miché-Roche, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Laure Miché-Roche, je suis psychologue clinicienne. Je travaille actuellement d'une part dans mon cabinet où je reçois des patients individuels qui amènent beaucoup de problématiques qui sont en lien avec le travail. Et j'accompagne aussi Supermood dans la réalisation de sondages, dans l'accompagnement d'une manière générale des entreprises qui sont nos clients. Donc voilà, donc on réalise parfois des sondages sur mesure, on réfléchit ensemble à des actions qui permettent de corriger d'éventuelles difficultés pour avancer. Mon histoire, je la mentionne parce qu'avant d'être psychologue clinicienne, en fait, j'ai une première partie de vie où j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en fait en salle des marchés, donc un univers très très différent de ce que je vis aujourd'hui. J'ai vraiment fait un 180 degrés. La salle des marchés, c'est un petit peu ce qu'on imagine, même si c'est caricatural dans certains films. Je pense au Loup de Wall Street et pour les plus anciens à Wall Street. C'est pas tout à fait comme ça quand même que je l'ai vécu, mais voilà, c'était une expérience, c'était une expérience très enrichissante, très excitante, très exaltante. Et puis en même temps, bah, c'était pas facile. C'est un environnement qui est très masculin. Ça n'a pas toujours été simple d'être une femme dans cette situation. Et puis c'était il y a quelques années. Les choses ont probablement changé aujourd'hui. Tout ça pour dire que, en fait, la vie en entreprise, les difficultés en entreprise, je les ai aussi vécues de l'intérieur. Moi aussi, ça n'a pas toujours été simple. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai trois casquettes. En fait, j'ai à la fois ce que j'ai connu moi personnellement du monde de l'entreprise, des difficultés que j'ai connues chez moi ou chez des collègues. J'ai ce que m'apportent aussi les particuliers qui viennent me voir au cabinet. Et en fait, tout ça me permet d'avoir une vision que je peux ensuite proposer au monde de l'entreprise pour avoir des solutions qui seraient, j'ai envie de dire, presque un petit peu plus macro que le micro dont je viens de parler et que je rencontre dans mon cabinet. Voilà. Merci Laure. Je suis vraiment ravi qu'on t'ait à ce webinaire puisqu'on va bien se compléter. Donc de mon côté, Kevin Bourgeois, je suis cofondateur de Supermood, qui est une startup qui a désormais 6 ans, donc on est une vieille startup. J'ai une formation de data scientist, donc à une époque, les gens se résumaient à des données dans des fichiers Excel, et puis j'ai découvert le merveilleux monde de tout ce qui est ressources humaines. Et puis, je suis en parallèle enseignant à HEC et à Paris 2 sur tout ce qui est sujet de People Analytics, qui est justement utiliser la donnée pour comprendre ce qui se passe dans les entreprises en termes d'humains. Une rapide présentation justement de Supermood. Donc, Supermood a 6 ans.
on est le leader français dans tout ce qui est accompagnement des collaborateurs dans les transformations. Et le but, c'est que les entreprises vivent des centaines de transformations, parfois en série, parfois en parallèle. Et donc, les collaborateurs se posent des questions et sont acteurs de ces transformations. Et donc, c'est en ouvrant le dialogue qu'on arrive à comprendre comment les collaborateurs vivent ces transformations, quelles idées ils peuvent apporter et comment on met tout ça en mouvement. Voilà. Et donc l'intérêt et ce qui fait un bout de légitimité en tout cas pour faire ce webinaire, c'est que on a plus de 5 millions de réponses dans notre base de données qui sont alimentées par environ 200 000 collaborateurs qui chaque mois répondent sur notre plateforme. Et donc ça nous donne une vue assez privilégiée sur ce qui se passe et avec une granularité assez forte. C'est-à-dire que pendant toute la crise du Covid, par exemple, on a pu semaine après semaine ou mois après mois voir comment chaque annonce gouvernementale impacter l'engagement des collaborateurs. Chaque politique d'entreprise avait un impact sur les collaborateurs, etc. Et voilà, et vous avez certaines de nos références. Ici, on est plutôt sur du grand groupe ou de l'entreprise de moyenne taille. On accompagne aussi quelques startups. Donc, assez parlé de nous, commençons tout de suite sur le management et le travail hybride. Quels sont les enjeux prioritaires? Donc, on va commencer par deux statistiques qui sont assez intéressantes. C'est une statistique en début de crise versus maintenant. Donc là, c'est des chiffres qui ne viennent pas de Supermoon, c'est des chiffres de l'ANACT. Vous voyez ces deux chiffres en comparaison. Le premier, c'est sur le sentiment d'efficacité. On voit qu'il y a une majorité aujourd'hui de collaborateurs qui se sentent efficaces, alors qu'en mai 2020, donc il y a un peu plus un an, 6 mois, on était à 35%. En miroir, on a 49%, donc quasiment la moitié des collaborateurs qui aujourd'hui voient leur activité adaptée ou redéfinie, versus 77%, c'est-à-dire quand même une écrasante majorité en mai 2020 qui ont vu leur monde changer. Donc Laure et moi, on va faire un petit ping-pong pour commenter ces chiffres et ça va amener ensuite des informations sur ce que nous, on constate sur le terrain par rapport à l'hybridation. Donc Laure, je te laisse commenter ces premiers chiffres. Donc bon, alors évidemment, hein, donc c'est très positif. Enfin, l'année dernière, on s'est tous retrouvés un peu dans un état de sidération, hein. La sidération, c'est la biche qui voit arriver et qui s'arrête au milieu de la route et qui voit arriver les phares de la voiture. On ne sait pas ce qu'on fait. Et puis en fait, bon, on est quand même tous en tant qu'humains, et la biche aussi, heureusement pour elle, très bien fait. Donc assez rapidement, on met en place des choses. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même, comme le disait Kevin, une majorité des gens qui se sentent efficaces. Il y a encore du chemin à parcourir, hein, malgré tout. On a encore quand même 47% des gens pour lesquels c'est encore difficile d'être complètement efficace dans la situation actuelle. Le chiffre de droite, donc les activités continuent d'être redéfinies. On a eu des modifications avec une plus grande liberté là, des entreprises de faire leur choix en termes de travail hybride. Donc ça explique aussi qu'il y a encore des changements. C'est important à la fois, donc c'est très positif. On continue à imaginer des solutions qui seraient optimales pour le travail de demain. C'est important aussi d'avoir en tête que l'incertitude, c'est difficile quand même, hein, d'un point de vue humain, et que aujourd'hui, bon, c'est vrai que la flexibilité devient le nouveau mode de travail, et donc c'est important pour chacun d'embrasser cette nouvelle façon de travailler, mais c'est important de se dire aussi qu'il faut prendre en charge ces personnes et leur expliquer un petit peu ce qui va se passer et les écouter aussi. Donc voilà moi ce que m'inspirent ces chiffres. Tout à fait. Et donc, pour rebondir, je pense qu'il y a un vrai progrès hein, sur le sentiment d'efficacité. Ce progrès, ce qu'on constate, c'est qu'il est très couplé à l'autonomie qu'on a donnée aux collaborateurs. Et donc, vous avez eu quelque chose qui était complètement bouleversé en début de crise, c'est la dimension spatiale, c'est-à-dire qu'on ne travaillait plus au bureau, on travaillait depuis chez soi. Mais il y a aussi la dimension temporelle qui a été affectée, et notamment en donnant plus de flexibilité sur les horaires aux collaborateurs, sur la façon dont ils travaillent, sur la façon dont on se réunit, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette organisation du temps qui est laissée à la main des collaborateurs, c'est un des leviers qui est assez important dans ce sentiment d'efficacité.
Alors c'est un sentiment qui est perçu, c'est pas forcément un sentiment, réel, mais en tout cas, on sent côté collaborateur dans les verbatim qu'on analyse ou dans les retours qu'on a du terrain que c'est vraiment cette optionnalité individuelle qui permet pour chacun de se mettre dans les bonnes conditions pour être plus efficace. Et comme l'a dit Laure sur, l'adaptation des activités, je pense que la chose à retenir, pardon, c'est que pour 50 c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de 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 gens qui sont encore en adaptation, continue. Donc ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut maintenant, et c'est un truisme de le dire, heu, optimiser son entreprise pour l'agilité et pas pour quelque chose qui est, d'une durabilité, décennale, par exemple. Et deuxièmement, que les collaborateurs sont dans une attente, perpétuelle. Et une des recommandations qu'on donne, notamment sur l'hybridation du travail, c'est d'assez vite avoir des lignes directrices qui sont tranchées. Et donc, par exemple, est-ce qu'on doit travailler 2 jours par semaine, 3 jours par semaine ou pas du tout? Est-ce que, les lieux de travail vont changer d'ici, 6 mois ou pas? Ben, plus l'entreprise, en tant qu'employeur, peut communiquer auprès des salariés en donnant des certitudes, mieux les salariés, se portent et peuvent au moins se projeter. Et vraiment, ce qui tue l'engagement, c'est le flou dans le futur et le fait de ne pas savoir vers où on va. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'enchaîne sur, d'autres statistiques qui sont assez intéressantes. La 1 sur, c'est une dégradation, c'est la dégradation des relations sociales. On était à 17 en mai 2020. Donc rappelez-vous, mai 2020, on est quand même à 2-3 mois de confinement, hein, on n'est pas en tout début de crise et aujourd'hui, on est à 37. En miroir, vous avez les collaborateurs qui peuvent parler du télétravail avec leur manager qui ne sont plus que 19 alors qu'ils étaient 40. Donc, en commentaire là-dessus, c'est oui, il y a une dégradation des relations sociales, c'est bien entendu puisque, on ne voit plus ses collègues, en physique. Par contre, on voit elle est quand même assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on a quasiment triplé en termes de dégradation entre mai 2020 et aujourd'hui, alors qu'en mai 2020, on était vraiment en plein, confinement, assez strict et donc on sent que les entreprises n'ont pas réussi aujourd'hui à recréer ce lien et qu'il s'est délité au fil du temps. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce que la relation sociale est vraiment au cœur de plein d'autres leviers d'engagement, notamment du bien-être psychologique. Et pendant la crise, alors ça va un peu mieux depuis quelques mois, mais pendant la crise, on avait 40 des Français qui étaient au-dessus du seuil psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à s'oublier. Aujourd'hui, on reste assez haut. Donc on est en dessous de 40 mais on est au-dessus des 10 qui étaient, pré-crise et c'est quelque chose qui est vraiment prégnant dans les entreprises et donc toute initiative sur le bien-être mental, sur recréer du lien, du sens entre des personnes, entre des humains, c'est quelque chose qui est généralement en priorité pour nos partenaires. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est, le 19. Aujourd'hui, vous avez 80 donc en creux, de collaborateurs qui ne peuvent pas aborder les difficultés du télétravail et ce qu'on a pu constater, c'est que les entreprises ont très, très bien su réagir lors de la crise en mettant en place des solutions d'urgence. Il y avait énormément de solidarité et on a eu un engagement moyen d'ailleurs qui a pris 5-6 points, ce qui est assez énorme au niveau national en début de crise. Par contre, il y a un sentiment qu'aujourd'hui, c'est fini. Donc aujourd'hui, tout est réglé. Ça y est, l'hybridation, c'est fait. Vous avez le droit à 2 jours de télétravail. Les processus ont tous été revisités et on n'en parle plus. Et en tout cas, les collaborateurs n'ont plus cette impression de pouvoir remettre en question les politiques qui ont été mises en place. Donc ça, c'est un des vrais sujets, un des sujets principaux où on a cette conviction chez Supermood, d'après ce qu'on voit, qu'il faut rentrer dans un dialogue continu et il faut continuer à ouvrir ce dialogue pour pouvoir itérer sur ce qui a été mis en place. On commence à avoir un peu de retour, un peu de recul, et donc pour pouvoir adapter les politiques qui ont été mises en place. Notamment, rentrer dans des politiques qui sont plus granulaires, où les entreprises ont eu tendance à donner une règle générale, alors qu'il y a une pluralité de métiers, de conditions personnelles, entre les jeunes, entre les personnes qui ont des familles, etc. Vous avez vraiment des contraintes complètement différentes. Et cette règle normative du télétravail a parfois écrasé ces pluralités. Et donc là, on est dans une autre phase, une phase de maturité où il va falloir entrer avec un peu plus de finesse pour définir des politiques qui sont propres à chacun et à chacune des fonctions dans l'entreprise.
Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, peut-être, sur ce dernier chiffre aussi, se dire que, et comme tu le disais, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au départ et puis bon, bah, là, ça s'essouffle un peu. Il y a beaucoup de choses dont les entreprises considèrent qu'elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Mais ça veut aussi dire que ces 19 en fait, le risque, c'est qu'ils se désengagent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peut-être aussi se disent: «Ce n'est plus la peine en fait, il y a plus grand chose de toute façon qui sera fait». Donc on est quand même sur un seuil où c'est très critique de pouvoir prendre en compte ces personnes qui aujourd'hui n'osent pas aborder les difficultés. Et puis peut-être pour appuyer encore ce que tu disais sur la question d'aller en fait sonder, hein, les collaborateurs, c'est aussi se dire que bah, puisque la plupart des personnes n'osent plus s'adresser à leur manager, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine perte d'information. Donc aujourd'hui, le management qui pense connaître bien ses collaborateurs et savoir quelles sont leurs difficultés, mais c'est pas probablement pas tout à fait juste en fait, puisqu'il n'y a plus ce levier en fait d'échange, de communication, c'est étiolé avec la crise. Sur le premier chiffre, peut-être juste une anecdote, mais ça n'est probablement pas si anecdotique que ça, c'est que bien sûr les relations sociales se sont détériorées. Il faut vraiment en prendre la mesure. Moi, j'ai été frappée de voir arriver dans mon cabinet quelques patients pour qui, en fait, la relation sociale est devenue tellement difficile, en fait, c'est devenu tellement difficile et tellement différent d'aller au travail parce que très habitués au fait de travailler de chez soi. Il y a des patients qui aujourd'hui, en fait, avec le retour du présentiel, posent des RTT. Ils sont absolument incapables de retourner au travail et pas forcément pour des raisons sanitaires, parce que c'est devenu difficile en fait de recroiser des collègues, de se retrouver dans cet environnement dans lequel, alors voilà, ce sont des personnes, celles dont je parle, qui ont d'autres problématiques, mais en tout cas voilà, c'est un risque qui existe malgré tout. Donc il faut vraiment en avoir conscience et agir et faire, voilà, faire ce qu'il faut pour que ce lien se recrée. Exactement, et je pense que le mot-clé, c'est le fait que la vague n'est pas encore passée. On est encore Oui, dans une vague. Et on le voit aux États-Unis, beaucoup d'études parlent de ce qu'ils appellent the Great Resignation, qui serait traduisible en la grande, alors pas résignation, mais la grande démission, où le nombre de démissions qui est attendu aux États-Unis est extrême. Et vous avez des manques de main-d'œuvre extrêmement fortes, que ça soit dans la restauration, comme on subit en France, mais dans des choses aussi plus marrantes, entre guillemets, comme par exemple des chauffeurs de bus pour les bus scolaires. Et vous avez 50% des bus scolaires qui sont à l'arrêt aux États-Unis. Voilà. Et donc, vous avez cette vague qui est encore en train de courir. Et donc, il y a un vrai sujet d'anticipation au sein des entreprises pour pouvoir prévenir plutôt que de se prendre la vague. Donc, on a parlé là des collaborateurs, de ce que ressentaient les collaborateurs. On a fait une étude également qu'on trouvait important de partager, assez intéressant. On vous partage vraiment enfin, une slide sur la quinzaine de slides du rapport. C'est une étude faite avec le MEDEF où on a interrogé du coup les dirigeants d'entreprise, les patrons, et en fonction de leur taille d'entreprise, on leur a demandé 2 questions, là, en tout cas dans ce webinaire. La première, c'est, heu, est-ce que l'hybridation du travail améliore pour vous la capacité d'innovation de l'entreprise? Et l'autre, c'est est-ce qu'elle rassure sur la productivité de l'entreprise? Et ce qui est assez intéressant, c'est que oui, vous avez 40 des dirigeants donc qui sont d'accord sur le fait que, l'hybridation permet plus d'innovation. Ça permet, un contact plus instantané, ça permet aussi des plages horaires où on a plus de réflexion, on est plus au calme, et donc il y a quand même une confiance qui est assez alignée avec ce que pensent les collaborateurs sur ce sujet d'innovation, et vous avez seulement 22 des dirigeants qui ne sont pas d'accord. En miroir, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de productivité, les dirigeants ne sont pas du tout convaincus que l'hybridation améliore la productivité. Et donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus partagé, 34 d'accord, 31 pas d'accord, 35 qui sont assez peu impactés par ces sujets, puisqu'ils avaient déjà fait certaines formes d'hybridation. Et donc, on voit que c'est beaucoup plus partagé. Et donc là, il y a un vrai sujet de politique interne.
quand vous avez environ la moitié des dirigeants qui ne sont pas convaincus que l'hybridation apporte une certaine productivité. Et on peut pas leur donner raison, on peut pas leur donner tort, tout dépend comment c'est fait. Et donc vous avez des choses qui sont vraiment très positives pour la productivité, comme le fait d'être concentré, beaucoup moins d'interruptions, ce genre de choses. Et en même temps, vous avez des sujets majeurs à traiter, comme par exemple le droit à la déconnexion, la flexibilité des horaires, qui doit être encadré, car si ce n'est pas encadré, c'est un travail qui est vraiment individuel et on peut avoir des dérives qui sont assez fortes. Et notamment, le problème à distance, c'est que les personnes les plus touchées sont souvent les plus silencieuses. Et comme le disait Laure tout à l'heure, c'est les personnes qu'on voit le moins. Donc voilà, c'était pour vous donner cette approche, quelle que soit votre position dans l'entreprise, on trouvait ça intéressant. Il y a du travail à faire au niveau des dirigeants pour soit les rassurer, soit en tout cas essayer d'infirmer les doutes qui peuvent les habiter sur la productivité de l'entreprise. On va passer, n'hésitez pas dans le chat ou quoi à poser des questions, hein, on pourra revenir sur tous les sujets qu'on vous remontre. Là, il nous reste 10-15 minutes de présentation et ensuite on passera aux questions. Donc de retour, d'expérience, une entreprise, donc bien connue, Crédit Agricole Normandie Seine, donc c'est une caisse régionale de crédit agricole et une entreprise qui a vocation à être très connue, Preto, qui est une entreprise en hypercroissance et donc on voulait vous partager un petit peu comment ça s'est passé pour eux pendant la crise et notamment au niveau de l'hybridation. Alors, pour, la transition, vers le travail hybride de Crédit Agricole Normandie-Seine, pour vous situer le contexte, on est sur, 2 000 collaborateurs qui sont, répartis sur un peu plus d'une centaine d'agences, donc quelque chose de quand même, très décentralisé. Hem Et aujourd'hui, Supermoon, donc ça fait environ un an et demi qu'on travaille avec, Crédit Agricole. On est à 40 000 réponses, ça demande 15 minutes environ par mois pour les RH afin de traiter les résultats. Le reste est traité au niveau managérial automatiquement par la plateforme. Et on est sur environ 75% de taux de réponse. Donc, on a une certaine représentativité là dans les données qu'on va vous présenter. Euh, alors, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on était sur un sujet en début de prestation pour Crédit Agricole sur vraiment l'engagement des collaborateurs. Et la crise du Covid nous a fait switcher d'un sujet vraiment d'engagement à un sujet de transformation, voire là même de résilience. On partait d'une entreprise qui n'était pas vraiment adepte du télétravail, puisqu'on est sur une caisse régionale, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en contact direct du client. Et donc, on a dû trouver des solutions pour recréer ce lien humain. Ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu une vraie décentralisation des actions, avec notamment 10 directions qui ont réfléchi de façon parallèle au sujet de la crise sanitaire et de ce que ça a créé, ce que ça a créé, notamment dans l'hybridation du travail. Et ces 10 directions se sont rencontrées régulièrement, environ tous les mois, pour généraliser les bonnes pratiques. Et donc, vous aviez cette double étape de à la fois l'action locale et à la fois la remontée de ce qui ne marche pas au niveau global. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec les remontées des collaborateurs, les besoins prioritaires ont complètement évolué au fur et à mesure. Au tout début, il y avait vraiment un besoin de comment je continue mon activité. C'était vraiment ce que remontaient les collaborateurs. On était sur des sondages toutes les semaines à l'époque, hein, puisqu'on était en période de crise. Et donc, c'était vraiment est-ce que mon ordinateur, je le ramène chez moi ou pas? Comment je peux contacter mes clients, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu la fin du premier confinement. Et là, on est rentré plus dans des besoins prioritaires de clarification. Est-ce que c'est le retour au bureau ou non? Comment ça va se passer sur le long terme? Est-ce qu'on continue les actions qu'on a prises ou non, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a aussi le sujet sanitaire qui est remonté, alors qu'il était assez peu présent finalement au début, avec cette crainte de retourner au bureau. Il n'y avait pas de vaccin. On sortait à peine de la politique de sans masque, c'est-à-dire que le gouvernement venait de dire depuis quelques semaines, il faut finalement porter des masques. Et donc, on était dans un flou à la fois étatique, mais à la fois de l'entreprise. Et donc, ce qui a été très intéressant, c'est que Crédit Agricole a pu, au fur et à mesure, adapter ses enjeux prioritaires en fonction du retour des collaborateurs. Et ce qui a été vraiment infiniment utile, c'est la circulation de l'information. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est que très très rapidement, ils ont mis en place
des webinars généraux. Donc ça, c'était le premier webinar qui a été mis en place, vous voyez, sur une ambiance plutôt festive, où les gens pouvaient se regrouper par petits groupes. Alors, on n'avait pas les masques à l'époque, mais ça a été un moment assez fondateur en disant, voilà, pour nous, c'est la nouvelle normalité. On pense qu'on peut créer du lien humain grâce à des outils digitaux, comme là, c'est Microsoft Teams, et on va conserver ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même maintenant où on a une hybridation qui est quand même plus tournée vers le présentiel que vers le télétravail, même si on est sur du 3 jours, 2 jours assez classique, ces sujets de communication globaux ont continué à perdurer. Et en fait, ils se sont rendus compte, grâce à la crise, que quand vous avez 130 agences, eh ben, il fallait forcément passer par quelque chose de plus grand et donc une appartenance à au moins la caisse régionale et à la marque et donc passer par une hybridation telle quelle. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était assez intéressant de vous montrer. Il y a eu des centaines d'actions qui ont été mises en place au niveau local ou pas. On pourra y revenir dans les questions si vous souhaitez. Et ah oui, peut-être ce qui est assez intéressant dans le témoignage, là, c'est vraiment, on est sur, nous pouvons très rapidement voir les points forts et les points faibles. Et il y a ce sujet d'anticipation et finalement de plans d'action qui sont itératifs. Et c'est vraiment ça la clé du succès dans l'hybridation, c'est pas d'avoir une politique et puis ensuite on voit ce qui se passe, c'est plutôt d'avoir une itération. Par rapport à Preto, le sujet est assez similaire, si ce n'est que c'est une entreprise de 150 personnes qui double ses effectifs en un an. Donc là, on a été sur 2 sujets principaux. Un sujet culturel, c'est-à-dire que la priorité qui a été mise par l'entreprise, c'est de maintenir une culture fédératrice, et la culture, qui a fait le succès de Preto, jusqu'alors, pour les nouveaux collaborateurs et malgré une séparation entre 2 bureaux qui étaient à Paris et à Nantes. Et donc là, la conversation avec les collaborateurs tournait autour des valeurs, tournait autour de l'application de ces valeurs, du sentiment par rapport à la croissance de Preto, par rapport à l'évolution de ses équipes. Voilà. Et on a réussi à rentrer dans une granularité assez fine qui nous a permis de très vite embarquer finalement une entreprise qui double de taille. Et la deuxième chose, c'est quand vous doublez de taille, il y a plein de petites transformations qui s'opèrent au niveau local. C'est des nouveaux processus, c'est des montées en management. Et donc là, le process est assez simple, c'est tous les 15 jours. Vous avez la DRH de Preto qui regarde les résultats, les managers qui les regardent et qui en discutent avec leurs équipes tous les 15 jours ou tous les mois. Et seulement cette ouverture à la discussion, ça crée une étincelle qui permet en fait de résoudre très rapidement des problèmes. Et pour revenir au sujet précis de l'hybridation, c'est quelque chose qu'il faut maintenir et il faut parler, mettre sur la table les sujets d'hybridation régulièrement. C'est-à-dire que même au bout de 3 mois de télétravail, il faut dire avec son équipe, bon voilà, ça fait 3 mois, comment ça se passe? Est-ce que chez vous, vous arrivez à couper à temps? Est-ce que vous avez le même sentiment de convivialité qu'avant? Est-ce que vous avez toutes les informations de l'entreprise? Etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec une démarche itérative, ils sont petit à petit montés en environ 6 mois à plus 23 points d'engagement en interne. Et on n'est pas sur un sujet où on est à zéro et puis on prend 23 points d'un coup. Non, on est plutôt chaque mois essayer d'être 10% meilleur que le mois précédent. Donc on a monté de 5 points, 6 points, 8 points jusqu'à arriver à 23 points en 6 mois et ça continue. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer une approche assez lean et itérative d'une mise en place d'hybridation qui est assez réussie. Voilà sur les cas d'école. Preto, ce qui vraiment a servi, c'est les KPI, c'est-à-dire d'avoir des métriques où le COMEX s'est mis des objectifs d'amélioration de métriques pour faire passer la métrique, je ne sais pas, de reconnaissance ou d'appartenance à la marque de 3 sur 5 à 5 sur 5 en 4 mois, ce genre de choses. Et donc ça, c'est un vrai sujet qui était important. Il y a plein de métriques sur l'hybridation qui peuvent être mises en place. On va parler de quelque chose de très, très actionnable et je vais laisser ensuite la parole à Laure, sur comment mettre en place comment écouter vos collaborateurs par rapport à l'hybride. Le premier, c'est justement les KPI. Il faut se fixer une KPI. Cette KPI peut être une KPI très générale, l'engagement. Par exemple, vous avez une métrique d'engagement des collaborateurs et c'est ce que vous voulez maintenir. Vous pouvez avoir aussi une métrique de transformation. C'est par exemple, est-ce que les collaborateurs sont satisfaits de leur environnement de travail, qu'il soit physique ou digital?
Et il doit en avoir qu'une seule. C'est ce qu'on recommande, 2 maximum, mais on préfère une seule. Et celle-ci ne doit pas changer dans le temps. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, vous devez réévaluer, renoter pour voir si vous avez une amélioration ou non. Et ce que nous a appris cette année et demie passée, c'est que vraiment, d'un mois sur l'autre, énormément de choses peuvent changer. Donc voilà, se fixer une métrique et ne pas la changer. Quand ça va bien ou mal, on a tendance à vouloir changer la métrique. L'idée, c'est de s'y tenir. La deuxième chose, c'est envoyer des sondages contextuels, notamment les verbatims. Les verbatims sont extrêmement précieux pour avoir du qualitatif. Ils permettent de remonter des signaux faibles ou des signaux d'alerte, parfois avec des gens qui se sentent isolés, mais également des suggestions. Et chez Supermoon, on a environ 65% des actions qui sont menées chez nos clients qui viennent du terrain. Et donc, il faut vraiment embarquer vos collaborateurs dans la création de leur environnement de travail. Ensuite, détecter les signaux faibles. Vous verrez que en fonction des populations que vous avez en face de vous, la même action ne va pas du tout créer le même impact. Par exemple, vous prenez, sans rentrer dans le stéréotype, mais qui est assez vrai scientifiquement, entre des développeurs et des commerciaux, les besoins de calme, de concentration sont complètement différents. Et donc, à une même politique, vous pouvez avoir une population qui est extrêmement satisfaite et l'autre non. Et donc, détecter les signaux faibles, c'est quelque chose qui est indispensable, mais également avoir une politique qui est assez granulaire, c'est quelque chose de vraiment très très important qu'on recommande absolument. Et par exemple, pendant le confinement, les femmes ont été hélas reléguées à leur rôle de mère au foyer, et donc avaient une espèce de double emploi. Et donc toute politique qui permettait d'avoir une flexibilité horaire a été extrêmement appréciée, notamment par les femmes. Voilà. Et donc, bien entendu, ces politiques, il faut aussi qu'elles perdurent dans le temps. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, vous dites bah, plus de flexibilité sur les horaires, alors que rien n'a changé dans le quotidien de cette population, et vous allez avoir un retour en arrière. Et les mots-clés verbatim, j'en ai rapidement parlé, c'est quelque chose qui est important, qui va vous permettre de récupérer des solutions. Voilà, Laure, à toi de jouer. Oui. Oui, effectivement, comme le disait Kevin, si on revient à ce sujet du travail hybride, on a aujourd'hui 15 mois de recul, en fait, finalement, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on est dans une période où c'est assez optimum, en fait, d'interroger les personnes et d'avoir des informations. Alors, la méthodologie dont je vais vous parler, là, on parle du travail hybride, mais c'est une méthodologie finalement qui peut s'appliquer à d'autres situations. Euh, la première, évidemment, des questions que je me pose quand j'accompagne des entreprises pour réaliser ensemble un sondage, c'est quel est l'objectif? Est-ce qu'on est donc voilà dans quelque chose qui va être du court terme? Est-ce qu'on est dans l'analyse, en fait, la mesure de l'impact d'une situation précise qui a eu lieu dans l'entreprise, ou est-ce qu'on est dans un suivi au long cours où, comme l'expliquait Kevin, on va pouvoir analyser de manière régulière un KPI et voir comment il évolue dans le temps. Est-ce que les actions qu'on a menées ont eu un effet ou, ou pas suffisant. Il y a un autre objectif, en fait, qui est toujours présent finalement, c'est que quand on interroge les collaborateurs, en fait, on les réengage quelque part, c'est-à-dire qu'on leur redonne la parole, et alors à condition quand même de mettre un certain nombre d'actions en place en fonction de ce qui a été dit. C'est aussi un des objectifs qui peut être officiel, ou en tout cas qui est présent quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours ce travail de déterminer quel est l'objectif. Avec qui est-ce qu'on interagit? C'est pas pareil de faire un sondage, en fait, si en face on répond à une demande qui vient des ressources humaines, du management ou des partenaires sociaux. Par exemple, j'ai été amenée à réaliser un sondage QVT avec une demande très précise des partenaires sociaux, que ça colle en fait aux 6 axes déterminés par l'ANACT. Donc voilà, donc je ne serais pas arrivée au même sondage si je ne m'étais adressée qu'aux ressources humaines dans ce cas précis. La question aussi, c'est quelle est la population visée? Est-ce que les gens ont accès ou pas, ou plus difficilement, à des outils digitaux? Est-ce que, voilà, les questions vont dépendre aussi, bien évidemment, hein, de ça. Au-delà de la question technique, il faut adapter les questions. Les moyens, il y en a deux. Hein, il y a des questions fermées, les questions fermées très utiles parce qu'on a des données quantitatives. Donc, ensuite, on peut, par granularité, savoir effectivement est-ce qu'il y a des différences
femmes, entre les hommes, en fonction de la classe d'âge, de l'endroit où les personnes travaillent. Donc ça, c'est très intéressant. Et la question ouverte, c'est vraiment un forum. Donc on donne la parole aux personnes. Donc à nouveau, ça, c'est souvent quand même très apprécié. Et ça donne des informations que la question fermée, évidemment, ne nous donne pas. Donc ça donne des pistes, parfois même des réponses, hein. On a des collaborateurs qui disent, voilà, ça, ce serait pas mal. Et il y a pas mal d'idées qui remontent des collaborateurs et qui s'avèrent être des pistes assez intéressantes d'action à mener. L'expérience de sondage aussi, pour le dernier pavé de cette slide. Est-ce qu'on veut que ce soit un sondage qui soit plus officiel? Est-ce qu'on veut lui donner une tonalité plus légère? Quelles sont les thématiques qu'on souhaite aborder? Est-ce qu'on veut que ce soit un sondage long? Voilà, donc c'est assez basique, mais voilà, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait comme expérience de sondage pour les personnes que l'on contacte? Et tout ça, en fait, permet d'arriver à un sondage le plus optimal possible pour pouvoir ensuite monter des données qui vont être utilisables, exploitables pour mettre en place des mesures adéquates pour corriger ce qui aurait besoin de l'être. C'est toujours l'objectif, hein. Euh, on a mis ensuite quelques exemples de questions. Kevin, merci beaucoup. Non, oui, oui. Donc, bon, quelques exemples, hein, je ne vais pas forcément m'attarder, mais donc là, dans un contexte de retour au bureau, il y a plusieurs façons, hein, de l'adresser. Et puis, les questions peuvent avoir une tonalité particulière. Par exemple, si je prends les questions fermées, je me sens en confiance pour retourner au bureau, même si ce n'est pas dit directement. Ce qu'on vient chercher là, finalement, c'est la question sanitaire. Est-ce que les gens ont peur de prendre le métro? Donc, il y a des questions comme ça qui nous renseignent, même si ça n'est pas dit explicitement. Et puis, bon, question ouverte, que pensez-vous du retour au bureau? On espère, voilà, avoir un maximum d'informations. Voilà, je passe un peu vite parce que je vois que le temps passe. Dans la question du mode de travail hybride, voilà, on commence par exemple avec une question très ouverte. Une fois qu'effectivement, s'il y a des accords qui ont été pris au sein de l'entreprise, savoir si c'est satisfaisant ou encore mieux si les accords sont en cours, hein, si on est en discussion. Il y a des questions qui concernent la partie plus outillage. Est-ce qu'on a ce dont on a besoin pour travailler efficacement en mode hybride? Et puis, avec l'équipe, ce qui permet d'aller questionner toute cette question du lien social aussi. Est-ce qu'on a réussi à nouveau à recréer du lien? Avec à droite des questions ouvertes sur, on essaye d'avoir des remontées avec des idées. Et puis, peut-être le dernier exemple, du flex office, où là, alors c'est quelque chose qui est quand même encore assez nouveau, hein, dans la plupart des grands groupes. Donc là, par exemple, les questions fermées, on a la première question qui est de savoir si la communication a bien été faite finalement. Est-ce que les collaborateurs ont compris quels étaient les avantages? La deuxième question, c'est plutôt l'adhésion. Voilà, est-ce que finalement ils ont été convaincus de ce qui leur a été expliqué sur les intérêts du flex office? Et ensuite, comment c'est porté par le management? Donc voilà pour les questions fermées, voilà comment elles ont été pensées. Et puis, questions ouvertes, voilà, assez classiques d'appel à témoignages et à idées. Voilà, donc ça, ce ne sont que des exemples. Voilà, tout est flexible en vue de répondre aux besoins de chaque entreprise. Et encore une Voilà. fois, ça peut être envoyé dans un cadre assez formel, dans une démarche d'hybridation, ou au contraire très informel. Voilà, on a juste besoin de votre avis en 5 minutes. Et je sais Mm. que nos partenaires ont tendance à vraiment formaliser le sujet, mais finalement, côté collaborateur, ne serait-ce que demander juste l'avis sans s'engager sur quoi que ce soit, est quelque chose qui marche finalement très très bien. Merci beaucoup, Laure, pour les échanges. Avec plaisir. Allons-y, c'est parti pour les questions. Donc, on a déjà 3 questions en cours. N'hésitez pas à les poser dans le chat et elles seront remontées. On va les trier et y répondre maintenant. Donc, déjà, vous aurez accès à cette présentation. Vous aurez accès donc aux questions qu'on a mis précédemment et au cas d'école avec Préto et Crédit Agricole. Et voilà, on est parti pour les questions. Une première question sur le critère du NPS pour le CODIR.
Donc la question est assez succincte, mais de ce que j'en devine, le NPS, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un Net Promoter Score. C'est un score qui va vous permettre de jauger du niveau d'engagement des collaborateurs et notamment de est-ce qu'ils recommanderaient votre entreprise. C'est un score qui est assez utilisé dans le marketing et pour la satisfaction client, mais c'est aussi utilisé en interne. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de COMEX et de dirigeants qui utilisent ce score d'engagement comme une des métriques principales de leur entreprise. Je peux citer par exemple Boulanger, où ils sont quand même 10 000 personnes, et le NPS salarié fait partie des 4 métriques qui sont suivies par le président et le DG tous les mois et où il y a une forme d'amélioration continue qui est mise en place avec des équipes qui sont dédiées. C'est souvent quelque chose qui se comprend très bien à un niveau de COMEX, puisque vous pouvez mettre en parallèle la satisfaction salariée. Et finalement, les façons de traiter les choses sont un petit peu différentes, mais la mesure est la même et vous voyez souvent une corrélation entre les deux. Donc voilà pour la question sur le NPS. Si vous voulez plus de détails, hein, plus d'exhaustivité dans la réponse, n'hésitez pas. Laure, peut-être une question pour toi. Quelles solutions ou expérimentations pour maintenir la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance afin d'éviter la vague de démissions dont on parle? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que ça va quand même beaucoup dépendre de chaque entreprise et du secteur dans lequel opère l'entreprise. Peut-être revenir aussi, voilà, comment réengager les gens en les ramenant à la raison pour laquelle ils ont rejoint au départ, en fait, cette entreprise. Euh, donc toujours, voilà, aller chercher, donc là, c'est un peu la psy qui parle, hein, mais aller chercher pourquoi, pour quelles raisons est-ce que les personnes qui aujourd'hui démissionnent sont parties, qu'est-ce qui a changé, et essayer peut-être de répondre à ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ne se retrouvent pas dans ce pourquoi, dans un certain moment, elles ont été enthousiastes. Alors après, voilà, des solutions. Encore une fois, bon voilà, il y a des idées, hein, mais ça va complètement dépendre du secteur. Je lisais récemment voilà, quelque chose d'assez simple. Alors c'est pas la question de la démission, mais c'était pour un petit peu prévenir l'idée des personnes qui ne se présentent pas, hein, le fameux ghosting, donc les personnes qui signent et puis qui finalement ne se présentent pas le jour de l'arrivée. Et il y avait cette proposition d'envoyer voilà, quand c'est possible et dans les secteurs où c'est adéquat, une bouteille de champagne avec 2 verres de flûte, mais avec l'idée d'envoyer ça chez le collaborateur qui vient de signer pour finalement l'engager, ça lui permet en fait de fêter cet événement en dehors complètement de la question professionnelle, ça l'engage et c'est beaucoup plus difficile de ne pas se présenter le jour de son embauche quand on a eu ce genre voilà, de gestes euh, de la part de l'entreprise. Voilà, je ne réponds pas complètement, mais c'est difficile voilà, s'il y avait des clés parfaites, ce serait, voilà, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas, d'où l'importance, encore une fois, d'aller tester chez les collaborateurs ce qui cloche, ce qui ne va pas. Ouais, pour rebondir là-dessus, il y a des centaines de choses à faire. La question Bien est de sûr. savoir lesquelles faire en premier. C'est le sujet. Et quelque chose qu'on voit de façon assez globale, c'est recréer le tacite. C'est-à-dire que grâce aux échanges vidéo ou via Teams, Slack, etc., euh, essayer de forcer finalement les moments de détente dans l'entreprise en disant, par exemple, je sais pas, tous les mercredis 14 heures, c'est une demi-heure pour s'échanger sur son quotidien. On n'a pas le droit de parler du travail, alors qu'on est quand même au travail. Ce genre de choses, des petits jeux, tous les lundis matins, comment s'est passé votre week-end, envoyer une photo qui résume votre week-end ou un gif animé. Voilà, ce genre de choses. C'est des choses qui sont vraiment toutes bêtes, mais qui recréent ce lien de convivialité à distance. C'est vraiment important. Et ensuite, attention aussi au silo, c'est-à-dire que de façon naturelle, on va aller vers la facilité hein, en tant que collaborateur, et donc on va se retrouver avec son équipe directe. Et donc, on a une perte du tacite par le digital qui est de comprendre ce que fait l'autre département, de voir quelle tête il tire quand la boîte va bien ou pas bien, quand l'entreprise va bien ou pas bien, pardon. Voilà, donc tout ce qui peut
ce qui peut recréer cet environnement tacite du bureau est le bienvenu. Voilà. Et la communication est clé là-dedans. On avait une question de Marie-Paul qui disait dirigeant ou manager de proximité, les deux mélangés. Alors, il faudrait un petit peu préciser la question sur à quel moment. C'était à 14h21, je ne sais plus exactement à quel moment de la présentation on était. Si vous parlez de l'étude des dirigeants, c'était une étude avec le MEDEF qui ciblait les dirigeants et les membres de COMEX d'entreprise. Donc, vous êtes soit sur un président d'entreprise, soit un membre du COMEX. On n'était pas sur du manager terrain ou intermédiaire. Donc, les résultats se limitent à ça. Et ensuite, de façon générale, les actions doivent être différenciées entre les managers de proximité et les dirigeants. Vous avez une fonction RH, top management, qui va être vraiment sur des actions transverses et les managers aux côtés du terrain. Et c'est quelque chose d'extrêmement important d'ailleurs à définir dès le début quand vous rentrez dans une démarche de dialogue, c'est dire qui est responsable de quoi, puisque le manager n'a pas tous les leviers pour changer, par exemple, tout ce qui est rémunération à la performance de ses collaborateurs. Et le manager, lui, n'a pas cette sensibilité du terrain. Le RH, pardon, n'a pas la sensibilité du terrain et ne peut pas agir pour les centaines de personnes généralement qui traitent. Donc, ok, c'était par rapport à l'étude. Merci. Donc voilà, on reste vraiment sur pas de manager de proximité que sur la direction. On arrive au bout du temps et des questions. N'hésitez pas à réagir dans le chat et vous recevrez bien sûr le replay avec tout ce qu'on vient de se dire, plus la présentation. On vous souhaite une excellente après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne Merci. journée. Au revoir.